Dans cet épisode de Causement, on écoute la voix de Flore, une femme de 32 ans, mère d'une petite fille, qui avait ce rêve simple et beau, agrandir la famille. Mais le jour où elle se sent enfin prête à accueillir un second enfant, c'est son corps qui dit stop. Ménopause précoce, insuffisance ovarienne, comment faire le deuil d'un projet de vie quand on ne s'y attend pas? C'est un récit intime, brut, parfois bouleversant, mais profondément humain. Bienvenue dans Causement, une production de La Cabine Podcast. En juillet 2016, je suis tombée enceinte pour la première fois. Donc c'est vrai que c'était un projet de grossesse qu'on souhaitait. Je ne pensais pas tomber enceinte tout de suite, puisque ma mère m'avait toujours dit, après la naissance de ma petite sœur, à l'âge de 34 ans, qu'elle n'avait plus ses règles et qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Donc moi, c'est vrai qu'on a eu ce premier projet de grossesse, en tout cas d'avoir cet enfant avec mon mari. Lorsque je suis allée voir ma gynéco, c'est la première chose que j'ai dit. Ma mère m'a dit qu'à l'âge de 34 ans, elle n'avait plus d'enfant. Et la gynécologue m'a répondu le corps de chaque femme est différent. Donc c'est vrai que j'étais surprise sur le moment et je me suis dit j'y crois. Et en effet, 6 mois après l'avoir vue, après avoir arrêté la pilule, je suis tombée enceinte. Donc en juillet 2016. Et j'ai accouché d'une petite fille qui s'appelle Liana en avril 2017. Ma grossesse, ça s'est passé très bien. D'ailleurs, je crois que j'ai même donné envie à toutes mes copines à l'époque d'avoir un enfant. On me disait même que c'était le bébé propagande qui donnait envie d'avoir des enfants, parce que c'est vrai que moi, à cette période-là, j'ai pu concilier mon travail qui était assez prenant. Et avec mon ventre, je me déplaçais partout. J'étais très active. De base, je suis très active. Devenir maman, ça a été quand même une transformation, parce que c'est vrai qu'on a 9 mois pour s'y préparer, sauf que moi j'ai l'impression que les 9 mois sont passés comme un TGV, je les ai même pas vus passer avec mon travail qui était assez prenant. Et c'est vrai que ça te transforme dans le sens où tu dis ça y est, je suis maman, j'ai une vie à m'occuper, pas que de la mienne en fait. Et au fil du temps, du coup... ton enfant grandit, te pose des questions sur la vie. Il y a le moment des « et pourquoi maman ? Et pourquoi ça fait comme ça ? Et pourquoi il y a du soleil ?» Bref, voilà, elle te pose plein de questions. Et c'est vrai que du coup, tu prends de la hauteur sur ta vie, puisque c'est des choses que tu as acquises depuis que tu es tout petit. Et transformationnelle dans ce sens-là, en fait. Elle m'a amenée à me poser des questions sur ma vie, sur la vie, en tout cas sur les personnes qui sont autour de nous. Quand ma fille elle est née, je ne pensais pas du tout à avoir un deuxième enfant tout de suite, puisque c'est vrai qu'elle avait des coliques, donc en fait elle avait mal au ventre. Donc les 3 premiers mois, je faisais quasi des nuits blanches, donc j'étais fatiguée. Donc non, l'idée de penser à un deuxième enfant n'était pas du tout d'actualité. J'étais plus en train de me dire « Waouh, avoir un enfant, c'est beau, mais c'est fatigant. » Donc les 3 premiers mois, quasi je ne dormais pas. Jusqu'à ce qu'on arrive, on va dire, au 4e mois où c'est la diversification. C'est là où on peut donner les premiers repas au bébé, où là, ça l'a soulagé au niveau des coliques, donc au niveau du ventre. Ça lui permettait d'aller à la selle. Et du coup, c'est là où d'un coup, on est passé de « je ne dors pas pendant 3 mois » à « elle dort pendant 12 heures ». Et là, c'était trop bien. Sauf que moi, au bout de 3 mois, le congé maternité, c'est là où c'est le moment où on doit retourner au boulot. Et moi, du coup, je retourne hyper fatiguée, puisque je me suis pris quasi 3 mois de nuit blanche. Voilà, même si on se relayait avec mon mari, lui, il travaillait, j'étais, moi, je dis ça, un loukoum au travail, tellement j'étais fatiguée, en manque de sommeil. Donc non, je n'avais pas forcément, en tout cas, envie de revivre, on va dire, une deuxième grossesse tout de suite. J'étais, on va dire, vidée de mon énergie et voilà, j'avais cette envie d'avoir un deuxième enfant, mais pas tout de suite. Pour moi, c'était dans des années et on verra, quoi.
Donc non, j'avais pas forcément envie d'avoir tout de suite un deuxième enfant, mais c'était un projet. Par contre, je sais que mon mari, je pense peut-être 2 ans environ après, pour lui, si on pouvait avoir un deuxième enfant, il était prêt. Moi, je n'étais pas prête. En 2021, ça y est, là j'ai un désir de grossesse pour avoir un deuxième enfant. Ma fille avait 5 ans. Elle était beaucoup plus autonome. Donc c'est vrai que ça a joué dans la balance. Ce qui a joué aussi, c'est que j'avais changé aussi de métier. Dans le sens, je travaillais toujours dans la gestion des risques en assurance, mais je n'étais plus consultante. Donc j'avais fait le choix justement de basculer côté client. Et je suis du coup devenue risk manager. Et j'ai eu une opportunité pour travailler dans une mutuelle d'assurance à La Réunion. Et donc nous avons déménagé en 2019, juste avant le Covid. Donc je suis devenue risk manager dans une mutuelle d'assurance fin 2019. Et c'est vrai qu'il y avait toujours autant de travail, mais le rythme était moins intense dans le sens où je n'avais plus de déplacements comme j'avais avant en tant que consultante chez les clients qui se trouvaient partout en métropole. Là, j'étais vraiment fixe dans une structure fixe qui se trouvait du coup à La Réunion dans une mutuelle d'assurance. Donc c'est vrai que je pense que ça m'a aussi aidé à, on va dire, ralentir et à me projeter plus sur le fait aussi d'avoir un deuxième enfant. Et je me suis dit, bon, bah, ça y est, là, je suis bien, je suis reposée, rechargée en énergie. J'ai envie voilà, d'agrandir la famille et d'avoir ce deuxième enfant. Ce qui m'a donné le déclic d'avoir un deuxième enfant, c'est surtout le fait que moi, je me sentais bien dans mon corps, en fait. Je n'étais pas dans cette fatigue chronique que j'avais eue, qui était, je pense, installée du fait que j'avais pas dormi forcément pendant 3 mois et que j'avais aussi ce rythme intense au niveau du travail. Donc ça n'a pas forcément aidé dans la récupération de cette fatigue. Le fait que je me sentais vraiment bien et que moi, c'est vrai que je fonctionne pas l'intuition, mais comment je me sens. Est-ce que je me sens connectée avec moi ? La situation au fait que du coup si ma fille elle commence à dire oui mais mes amis à l'école ils ont une petite sœur, un petit frère, donc elle aussi elle commençait à demander, mais même tout notre entourage de toute façon, ça c'est un peu la société, hein. Dès que t'es mariée, alors c'est quand le premier enfant, quand t'as un premier enfant j'avais toute la famille qui disait alors c'est quand le deuxième enfant. Cette pression en soi, tu l'as de la société et je l'avais depuis très longtemps, mais pour moi, il fallait que ce soit moi qui sois prête et pas forcément avoir la pression, on va dire, de la société, de mes proches, de ma famille. J'ai toujours trouvé, moi, en étant enfant, que c'était trop bien d'avoir aussi un petit frère et avoir un grand frère ou une grande sœur. Et même, j'aurais trop aimé avoir une famille nombreuse. Donc, pour moi, c'était logique d'avoir ce deuxième enfant. Il fallait juste que je sois prête et là, j'étais prête. Tout de suite, en prenant le rendez-vous chez ma gynécologue, la première phrase qui m'est venue en tête, c'est ma mère qui me disait d'ailleurs, une fois que j'avais aussi mon premier enfant, « Ne tarde pas trop, tu sais que moi, après ta petite sœur, à l'âge de 34 ans, je ne pouvais plus avoir d'enfant. » Donc pour moi, j'étais large. Je me suis dit, 34 ans, c'est pas tout de suite, quoi. Donc c'est vrai que ça m'est venu en tête et c'est vrai que c'est la première question que j'ai posée à la gynécologue lorsque je suis arrivée. Comme j'avais une nouvelle gynéco, donc elle connaissait pas forcément comment ça s'était passé pour ma première grossesse, etc. Donc je l'ai alertée tout de suite en lui disant « j'ai un projet de grossesse, d'avoir un deuxième enfant. Sachez que ma mère, à l'âge de 34 ans, n'avait plus ses règles, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. C'est la seule chose qu'elle m'a dite. Donc, comment ça se passe ? Est-ce qu'on fait quand même des tests ? Puisque, je suis entrée dans la trentaine, est-ce qu'on fait des tests pour vérifier, etc. Non. Et là, j'ai la même réponse que ma première gynécologue. Chaque femme a un corps différent. Du coup, ça me renvoie tout de suite en 2016. Je me dis, ok, c'est la deuxième qui me dit ça. Je fais confiance. La première fois, ça fonctionnait, en effet. 6 mois après, j'ai eu un enfant. Donc, pourquoi ça ne fonctionnerait pas une deuxième fois ? Entre-temps, j'ai commencé au travail à avoir des bouffées de chaleur
Donc littéralement, j'étais en réunion ou même à mon bureau et d'un coup, genre j'avais hyper chaud, mais je transpirais à grosses gouttes. Et après, quelques secondes après, j'avais hyper froid, genre j'étais gelée, genre je remettais mon gilet, truc incompréhensible. Je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Je demandais aux gens, vous avez chaud, vous avez froid, il y a un truc ou c'est moi? Et du coup, ça m'arrivait souvent. Donc en attendant d'avoir ce rendez-vous chez la gynéco, je me suis dit bon, j'avais pas mis forcément le lien entre que c'était lié à mon cycle, mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans mon corps et je sais pas pourquoi j'avais hyper chaud et hyper froid d'un coup. Et je suis allée voir en attendant ma généraliste en lui disant je ne comprends pas, j'ai hyper chaud, j'ai hyper froid, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme d'habitude, je le ressens, c'est pas habituel. Et donc ma généraliste me dit non, je sais pas, c'est pas grave, ça va passer, c'est peut-être la fatigue, comme vous travaillez beaucoup, c'est peut-être lié à la fatigue, au stress et tout. Je lui dis bon, ok. Après tout, le corps médical connaît ce qu'il fait. Et elle me conseille, elle me dit après, si c'est peut-être lié aux hormones, ça peut être possible. De toute façon, allez voir votre gynéco. Et je lui dis en effet, j'ai rendez-vous avec ma gynécologue. Donc je retourne voir ma gynécologue. Sauf que finalement, c'était pas ma gynécologue, c'était une remplaçante. Donc je lui explique que j'avais des bouffées de chaleur, que j'ai toujours mes règles irrégulières et que même, je pense qu'au moment où j'ai eu ce rendez-vous physique, je n'avais plus du tout mes règles parce qu'en effet, quelques mois avant, toutes mes règles, c'était limite, je les avais toutes les 2 semaines et littéralement, je devais être en télétravail et être dans ma baignoire parce que je me vidais de mon sang. Limite, c'était comme si on ouvrait un robinet et mes règles, ça coulait sans fin. C'était sans fin. Genre, même toutes les protections ne servaient à rien. J'étais obligée je me revois rester dans cette baignoire, là, me vider de mon sang, me disant est-ce que c'est normal, c'est bizarre. J'avais pas forcément de douleur. Mais voilà, donc je lui explique tout ça à cette remplaçante et je lui explique que du coup j'ai ce projet de grossesse, donc elle voit dans mon dossier que j'ai ce projet de grossesse et elle me dit oui c'est pas normal, on va faire quand même tout de suite du coup des analyses de sang pour voir votre dosage en termes de fertilité, donc c'est des tests de fertilité et il vérifie du coup des taux qui permettent de savoir si ta réserve ovarienne, combien il reste ce qu'on appelle des ovocytes, mais c'est ce qu'on appelle des ovules. Du coup, je fais cette prise de sang, je retourne la voir, mais en tout cas, elle me conseille d'aller voir du coup une gynécologue spécialisée en fertilité parce qu'en effet, elle voit que mon taux de réserve ovarienne est très bas. En effet, il est proche de 0. Je vois qu'il est 0,1, genre il y a écrit 0,008, donc proche de 0,1. Et donc là, je pars prendre rendez-vous chez cette gynéco spécialisée en fertilité. Je vais voir donc cette gynécologue spécialisée en fertilité. Elle me propose une solution. Elle me dit en effet, vous avez une réserve ovarienne nulle, donc vous avez quasi plus d'ovocytes. Vous avez la possibilité de faire une stimulation ovarienne. Donc, elle me précise que j'ai 3% de chance que ça fonctionne. Mais moi, je suis toujours de la team espoir, donc j'y crois, je dis allons. Donc je fais cette stimulation ovarienne, donc je me fais des piqûres tous les jours. Puis je la revois le 15 novembre 2022. Elle fait une échographie et elle me confirme que mes ovaires ne répondent pas. Malgré cette stimulation, il n'y a plus aucune activité de mes ovaires. Et donc c'est confirmé. Le diagnostic est confirmé, il n'y a plus besoin d'autres solutions. J'ai une IOP, une insuffisance ovarienne prématurée, et donc je dois l'accepter. Je pense que j'étais dans le déni, et le fait qu'elle dit ça y est, c'est fini, c'est mort, plus aucune activité de vos ovaires. Donc là, j'étais obligée de m'y faire à ces 3 petites lettres IOP. Je me revois là assise devant elle. En plus, c'était un rendez-vous, comme d'habitude, à la pause déj. Moi qui courais partout dans mes réunions au boulot. Donc c'était pas vraiment une petite pause. Et en plus, je devais retourner à mon travail juste après l'annonce. Et c'était dur. En fait, on se reçoit un peu un coup de massue comme ça. On s'y attend pas du tout. Ça te tombe dessus. Et en même temps, t'entends ça. Et elle le dit en plus d'une façon... En plus, à l'époque, c'était encore la période où il fallait se protéger du Covid. Donc on avait nos masques. Moi, j'avais mon masque. Donc je voyais que les yeux de la gynécologue. Elle voyait que mes yeux.
Donc on voit pas forcément en fait l'émotion des gens, donc ça restait un peu froid, genre c'est confirmé, donc c'est comme ça, et voici les solutions. Donc en plus, c'est même pas ça va madame, je vous confirme, il n'y a plus aucune activité. Mais par contre, vous avez des solutions, vous pouvez penser soit à l'adoption, soit au don d'ovocytes. En gros, il y a une autre femme qui fait don de ses ovules et c'est une fécondation in vitro avec en fait les spermatozoïdes de mon mari. Voilà, donc elle balance toutes les solutions. Moi, tout de suite, je lui dis non, ça m'intéresse pas parce que déjà, j'étais en train de me dire non, mais avant, il faut que je digère l'information et toi, tu me dis c'est quoi les solutions? Bon, en tout cas, moi, j'étais plus en mode il fallait que je digère, j'avais pas forcément besoin des solutions tout de suite, même si j'avais envie de les entendre, j'étais pas forcément prête. Avant qu'elle m'annonce ce diagnostic, je n'avais jamais entendu parler d'IOP, personne autour de moi. D'où ça vient en fait, j'en ai jamais entendu parler de toute ma vie. Toutes les femmes que je côtoie, je veux dire aussi bien de ma famille que mes copines, mes amis, mes collègues, je n'ai jamais entendu personne parler de ça. Je sais pas pourquoi, je repense même à mes cours à l'école où on nous apprend justement en SVT à se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, à se protéger pour ne pas tomber enceinte. Mais je me dis, on apprend tellement de choses de corps sur la femme, pourquoi on ne nous parlerait pas aussi des risques du fait qu'on peut être infertile et voilà ce que peut causer en fait l'infertilité. En fait, finalement, j'apprends plein de choses sur l'IOP, le don d'ovocytes. Je tape IOP, j'ai que des trucs médicaux. Moi, ce que je cherchais comme information, c'était le témoignage d'autres femmes. Est-ce que d'autres femmes ont vécu ça? Vraiment avoir un retour d'une personne, en fait, d'une femme qui a vécu ce diagnostic IOP, et j'avais rien, j'avais que des articles médicaux. Et j'ai fini par tomber sur un article d'une femme qui dit j'ai découvert que j'avais une IOP lorsque j'ai voulu faire un don d'ovocytes. Ça, du moins, je me dis oh, ça y est, je me sens quelque part moins seule, dans le sens où une femme l'a vécu, bon, elle l'a vécu différemment, donc elle, son pourquoi, c'était pas avoir un enfant. Elle, c'était justement d'aider une copine à avoir un enfant. Et c'est là où elle-même, elle découvre qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Et directement, je vois son nom, prénom, et je la recherche sur Instagram. Je me dis, sur les réseaux, si je la trouve, il faut absolument que je la contacte pour lui demander, pour en savoir plus, comment ça se passe, comment elle l'a découvert, que je comprenne vraiment ce qu'il y a derrière l'IOP. Parce que j'étais vraiment dans une zone de flou. J'avais que la définition médicale, mais je ne savais pas concrètement ce que ça faisait sur mon corps. Et puis j'avais besoin d'en parler, en fait, surtout parce que j'étais dans ce déni de « oui, j'ai l'IOP, mais je ne l'ai pas ». En même temps, j'avais cette part de culpabilité par rapport à mon mari qui me disait qu'il, lui, voulait avoir des enfants depuis plusieurs années. Et finalement, je dois retourner à la maison et lui annoncer en fait, je t'ai fait attendre tout ce temps-là pour te dire que je ne peux pas avoir d'enfant. En tout cas, je ne peux plus avoir d'enfant. Et quelque part, c'est un peu dur. Du moins, il y a un peu ce côté à culpabilité, finalement. Même si mon mari, il a été très compréhensible. D'ailleurs, merci à toi. J'ai eu l'impression qu'on enlevait une partie de moi. Parce qu'en fait, j'avais plus ce choix en fait, de choisir si je veux un enfant ou pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, par rapport à un homme, c'est vrai qu'une femme, on a cette possibilité en fait, d'avoir un enfant. C'est quelque chose qui nous est donné par la nature. Et là, d'un coup, je n'avais plus en fait cette possibilité. Et donc, en effet, j'ai eu l'impression que du coup, ça changeait aussi mes plans de famille, ce que je me suis toujours imaginé, avoir des enfants, pas avoir un seul enfant. Pour moi, c'était sûr que je n'allais pas avoir un seul enfant. Après combien, je ne savais pas forcément, mais pour moi, c'était un projet de vie d'avoir plusieurs enfants. Et donc là, je me suis dit, voilà, ce projet de vie, salut quoi, bye bye, et sans avoir le choix. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt de la team rêvons grand, faisons de nos rêves une réalité. Et pour moi, ça me faisait partie de mes rêves, avoir plusieurs enfants. Ce rêve s'est envolé.
Le fait d'avoir cette IOP, ça a quand même des conséquences sur la santé. La gynécologue m'avait prévenu que c'est là où j'ai appris d'ailleurs, ou peut-être que je n'avais pas forcément écouté mes cours de SVT, mais que nos oestrogènes protègent beaucoup d'organes chez la femme, notamment nos artères, nos os, et le fait que justement que j'ai plus ces oestrogènes qui se génèrent, on va dire, naturellement, elle m'a donné un traitement hormonal substitutif où je prends de la progestérone et de l'oestrogène pour justement continuer à protéger mes organes et mes os notamment, et tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc finalement, grâce ou pas à l'IOP, j'apprends quand même beaucoup plus de choses sur le corps de la femme en termes de fonctionnement par rapport à comment ça fonctionne du coup dans notre corps. Donc du coup maintenant j'ai les clés et je pourrai les transmettre à ma fille qui elle-même pourra faire le test. Parce que ce n'est pas forcément sûr que cette anomalie génétique soit transmise en fait à tous les enfants. C'est vrai que ma fille elle a commencé de plus en plus, même encore elle en parle. Elle a commencé à l'époque quand j'avais 32 ans, elle était vraiment dans cette phase « maman, je veux une petite sœur ou un petit frère ». Et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle me posait cette question, les larmes montaient. Mais il fallait de toute façon lui apporter une réponse. Et je lui ai expliqué que, tu sais, comme tu dis, la petite graine dans le ventre qui permet d'avoir un bébé dans le ventre de maman, ces petites graines ne fonctionnent plus. Et donc, maman ne peut plus avoir d'enfant. Mais elle me l'a quand même posé cette question. Les années sont passées, elle revient. Elle a toujours cette petite phase « Oh, maman, j'aimerais avoir un petit frère, un petit garçon. » Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle me le dit quand même, mais en sachant que je ne peux plus en avoir. Donc c'est vrai que ça fait toujours une petite pointe ça fait toujours mal. C'est un peu comme une gifle qu'on se prend tout le temps. Eh oh, tu sais, toi t'as l'IOP, tu peux plus avoir d'enfant. Aujourd'hui, je pense que j'ai tourné la page. Même si la société me le rappelle, puisqu'on me pose, en me voyant, on me demande c'est quand le deuxième enfant, les personnes qui ne me connaissent pas. Ou lorsque je vois, comme c'est la période de mes amis qui ont la trentaine, qui ont des enfants. Donc je pense avoir tourné la page, mais je sais que ça me fait quand même des petits pics de tristesse. J'ai toujours de la tristesse qui remonte de temps en temps. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment sensibiliser. C'est vrai qu'autour de moi, dès qu'une femme me parle de son projet de grossesse, qu'elle a du mal à avoir des enfants, c'est vrai que je la sensibilise directement sur mon vécu, les symptômes que j'ai eus. Et dernièrement, j'ai rencontré en effet 2-3 femmes dans cette situation et je les ai conseillées. Et en effet, elles ont fait des tests et elles sont dans cette phase de peut-être que d'ailleurs c'est une IOP. Et dans ces moments-là, je me dis, j'aurais aimé aussi avoir rencontré ces femmes à l'époque qui m'auraient alerté sur les symptômes que j'avais. Donc ces règles très abondantes, irrégulières, ces bouffées de chaleur, qui m'auraient mis du coup la puce à l'oreille et m'auraient peut-être permis justement de faire une congélation de mes ovocytes que j'aurais pu après avoir. En fait, j'aurais eu mon futur entre les mains. Et c'est vraiment ce que je souhaite aujourd'hui. C'est vraiment quand je rencontre des femmes, j'ai vraiment envie de témoigner là-dessus pour dire ce n'est pas trop tard si tu as ces symptômes. Tu as cette possibilité d'aller congeler tes ovocytes et de décider quand est-ce que tu pourras tomber enceinte si tu le souhaites, quoi. Merci à Flore pour ses mots, pour sa confiance. Il y a des douleurs qu'on ne voit pas, des luttes silencieuses, et pourtant, elles existent. Elles méritent qu'on les entende. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous écoutez Cosement, un podcast qui donne la parole aux récits invisibles.